Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. On le sait désormais, l'Amérique de Joe Biden a accordé à peu près 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine. Cette décision, longtemps bloquée au vote des parlementaires américains, est finalement passée et elle devrait maintenant changer le cours des choses. Alors quel est le cours des choses? La Russie à l'offensive sur tous les fronts, avançant et grignotant du terrain, et les Ukrainiens en très mauvaise situation, manquant quasiment de tout et surtout d'effectifs pour faire face aux bulldozers russes. Les États-Unis se sont pour ainsi dire retirés de ce conflit depuis au moins le début de la guerre lancée par Israël à Gaza. Et depuis, l'Ukraine et l'Union européenne ne cessent de demander l'aide américaine et de l'attendre, aide qui a été finalement débloquée. Mais tout ça se produit à quelques semaines d'élections européennes cruciales, avec une présence plus forte de la droite identitaire et nationaliste. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure la guerre en Ukraine impacterait les résultats de ces élections européennes, mais aussi américaines en novembre. En seconde partie, nous irons en Mauritanie où se tient le 29 juin, dans 2 mois donc, l'élection présidentielle. Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, à la tête de l'État depuis 2019, a annoncé cette semaine sa candidature pour un second mandat. Retour donc sur la situation économique et politique dans ce pays ami et proche du Maroc sur tous les plans. Avec nous pour analyser ces deux thématiques, Nizar Dardabi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous Bonjour. êtes analyste en stratégie sécuritaire. Merci Khalid pour Domo. l'invitation. Merci à vous. Khalid Domo, même chose pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique parmi les multiples casquettes que vous avez. Vous êtes aussi analyste économique, mais aujourd'hui on est sur la politique et la géopolitique. Et par Skype, Nabil Adel. Bonjour, c'est Nabil. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous m'entendez? Je vous en prie. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ESCA. Alors, on commence donc par le premier sujet. Le week-end dernier, le Congrès américain a finalement décidé de débloquer la fameuse aide tant attendue de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Et les armes ont, paraît-il, commencé déjà à être acheminées. Ce plan d'aide de 95 milliards de dollars, en fait, est principalement destiné à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Et l'aide de 61 milliards se décline en 14 milliards pour la formation de l'armée ukrainienne, 50 milliards pour la fourniture d'armes et d'armement et 10 milliards sous la forme d'une aide non militaire. Alors, on plante le décor. On commence par vous, Nabil Adel. Quelle est la situation aujourd'hui en Ukraine après ces 26 mois de guerre? La situation sur le plan géopolitique, je poserai la question à Khalid Domo sur le plan économique et sur le plan militaire à Nizar Dardabi. Alors à vous, Nabil Adel, situation Merci, c'est Aziz. Alors, je dois confesser qu'en début de ce conflit, je m'étais trompé d'analyse. Je pensais que c'est une guerre que la Russie n'allait pas gagner et que elle ne l'a toujours pas gagné. Mais en tout cas, pas de cette manière. Donc, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur le front, les choses sont en train de s'inverser considérablement au profit de la Russie, pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est que c'est un conflit où on a sacrifié l'Ukraine pour stopper l'avancée de la Russie. Donc, on a voulu l'attirer dans une longue guerre d'attrition. Maintenant, on est en phase d'une attrition inversée. Maintenant, c'est la Russie qui est en train de saigner l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a un terme nouveau qu'on appelle l'attrition russe sur le front ukrainien. Aujourd'hui, cette aide n'en est pas une. Elle intervient à un moment où Joe Biden doit tenir jusqu'en novembre, ou plutôt l'Ukraine doit tenir au moins jusqu'en novembre, parce que son effondrement est presque imminent, et ce n'est pas dans l'intérêt de Joe Biden qu'elle s'effondre avant les élections générales américaines. Donc, ce qu'a fait Joe Biden, il a juste financé une partie de sa campagne électorale par l'argent public en donnant cette aide à l'Ukraine, parce que si l'Ukraine s'effondre avant les élections générales, déjà Joe Biden est en très mauvaise posture, donc il est quasiment garanti de les perdre. Donc maintenant, il est en train d'acheter le temps à coût de 61 milliards de dollars. Donc dans ces 61 milliards de dollars, le gros va rester aux États-Unis. Donc c'est le complexe militaro-industriel qui va profiter de cette manne pour justement avoir les faveurs de Joe Biden. Donc pour ne pas qu'il vote contre lui. Donc, le gros va rester aux États-Unis, parce que l'armement proviendra des États-Unis. Deuxièmement, les États-Unis ni l'Europe ne pourront régler un problème structurel que vous avez si bien cité. C'est le problème démographique, c'est le problème du manque d'hommes, à moins d'envoyer des troupes européennes se battre en Ukraine, ce qui est inenvisageable, même si le président Macron
on a parlé, mais pratiquement, c'est inconcevable parce que sinon ça reviendrait à annoncer la guerre à la Russie et donc faire entrer l'Europe pleinement dans la guerre. Donc c'est un problème structurel que même si on achemine beaucoup d'armes vers l'Ukraine, il faut qu'il y ait des hommes pour se battre. Maintenant, aujourd'hui, au niveau des élections, et rapidement je vais en finir par là, au niveau des élections européennes, je ne pense pas que la droite traditionnelle, la droite traditionnelle va surfer sur la vague, mais je ne pense pas que ça change considérablement la donne. Puisque sur le sujet ukrainien, l'Europe est un acteur secondaire, même si elle a acheminé des aides, mais en matière de défense, l'Europe n'arrive pas à se défendre elle-même, et toujours sous la casquette de l'OTAN. Et donc le mouvement, l'extrême droite identitaire va surfer sur le mouvement, elle qui ne veut pas de guerre avec la Russie, mais au meilleur des cas, là, il y aura un statu quo. Au pire des cas, ils vont sacrifier l'Ukraine pour avoir de bonnes relations avec la Russie. Alors, on va revenir sur ce sujet de droite identitaire en Europe. Khalid Doumo, sur le plan économique, comment se porte l'Ukraine? Sur le plan économique, on sait que cette guerre jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a coûté 150 milliards de dollars. Donc, ça a un coût... Pratiquement le PIB. Pratiquement le PIB ukrainien. Donc, déjà, c'est sûr que c'est une guerre qui, en plus, n'est pas finie. Donc, c'est une guerre d'usure qui va durer. On a vu que le budget de l'OTAN aussi, il a augmenté entre 2022 et 2023 de 26%. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Sinabil que c'est un enjeu majeur pour les prochaines élections américaines. Donc, effectivement, Monsieur Joe Biden, juste après, oui. Ouais, Monsieur Joe Biden ne peut pas se permettre une défaite. Donc, mais il y a un deuxième point que je voudrais souligner qui est important, c'est qu'en fait, c'est un processus, c'est un vote bipartisan du Congrès qui a fait que cette aide de 61 milliards a été débloquée, avec 78 voix contre 19. Donc on est sorti du processus partisan. Vous parlez du Sénat, là? Oui, du Sénat. Pour la Chambre des représentants, c'était pas... Oui, du Sénat, je parle du Sénat, pardon. Mmh. Oui. Donc pour le Sénat, c'est du 78 contre 19, ce qui veut dire qu'en fait... même les républicains de Biden sont pour l'aide. Oui, sont pour l'aide à l'Ukraine. D'accord. Alors sur le plan militaire, Nizar Dadabi, est-ce que les 61 milliards vont permettre d'atteindre novembre? Et est-ce que sur le plan, comme disait Nabil Adel, est-ce que sur le plan humain, quelle est la solution en fait? Est-ce qu'il est plausible de considérer que les Russes vont plier? Un financement pareil de 61 milliards, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'armes, de munitions sur le terrain, des armes et des munitions qui ont fait défaut aux armées ukrainiennes. D'ailleurs, c'était une des raisons de la friction qu'il y avait entre Zelensky et son ancien chef d'état-major. C'était que le chef d'état-major et l'état-major militaire demandaient plus d'armes, de munitions, de soutien militaire en général, et que le pouvoir politique n'arrivait pas à suivre la cadence. Donc ça va arranger beaucoup de choses. Mais avant, je voudrais d'abord donner une idée sur le théâtre d'opération. Nous sommes arrivés actuellement à une phase où le front est gelé par deux points particuliers. D'abord, le cumul de la transparence du théâtre d'opération qui est permis grâce à tous les moyens électroniques, les drones, les satellites, etc. On n'a plus comme dans les conflits anciens où on a ce brouillard de la guerre, où on peut planifier des opérations offensives en espérant avoir une possibilité de percer les lignes ennemies. Donc le terrain est transparent. On arrive à anticiper toutes les attaques ou bien les contre-attaques qui sont projetées par l'ennemi. Et le deuxième point, c'est la haute létalité des combats. Pourquoi? Parce qu'on a de l'armement avancé, on a les chars les plus puissants, on a des missiles, des lance-roquettes, et on a cette intrusion de ce nouveau game changer qui sont les drones, qui parvient à trouver des vulnérabilités dans les armements qui étaient les mieux protégés. Les chars protégés avec tout type de blindage maintenant sont vulnérables à un petit drone qui a été confectionné de manière artisanale avec une petite bombe qu'on a collée dessus. Donc ça, c'est le premier. Mais il peut percer un blindage, un petit drone comme ça, parce que justement, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'il y a toujours eu des missiles ou des roquettes, des munitions pour tirer sur les blindés. Pourquoi les drones, on en fait toute cette histoire? Est-ce que c'est parce que ça coûte pas cher? Est-ce que c'est plus fiable? Alors, comme vous avez dit, le blindé, c'est une masse physique très imposante
et qui pèse 10 tonnes, voire plus, selon les modèles. On est arrivé à faire des blindages maintenant qui arrivent à contrer les missiles les plus performants. Après, c'est ce qu'on appelle la théorie du glaive et du bouclier. Plus on développe le glaive, plus on va chercher une nouvelle technologie plutôt du bouclier qui va défendre le glaive. Et c'est une course technologique qui ne s'arrête pas. Mais les chars actuels sont faits de telle façon que le blindage est renforcé. On a mis même entre plaques de blindage et plaques de blindage un vide qui va un peu aspirer la force. On a mis aussi ce qu'on appelle des explosifs à l'extérieur. Une fois que le missile vient, sur la surface du char, il y a un petit explosif qui, une fois le contact, lance une explosion. Et en fait, on va annihiler cet effet de souffle. Mais il faut savoir que le char, il est grand et il a des points vulnérables qui sont très petits, qu'on ne pouvait pas attaquer avec des missiles. Il faut avoir une grande précision, de la chance aussi. Avec les drones, on peut télécommander un drone, le ramener au-dessus du char, viser et lancer sur le point de vulnérabilité qui va permettre d'attaquer la tourelle, d'attaquer les chenilles, etc., etc. Mais est-ce que c'est possible, justement, comme on disait rapidement, est-ce que c'est possible de tenir jusqu'en novembre, comme disait Nabil Adel? Alors là, tout se joue finalement, actuellement. excusez-moi de vous couper, finalement c'est 14 milliards pour la formation, la formation de l'armée ukrainienne. Encore faut-il qu'il y ait des effectifs, et 50 milliards pour la fourniture d'armes et d'armement, divisé en deux parties, le remplacement des stocks et la fourniture d'armes. Est-ce que tout ça va suffire? Ça va être décisif, parce qu'actuellement, si on est dans la phase de guerre d'usure, c'est parce qu'il y a une consommation réfléchie, raisonnée des munitions. Déjà, il y a la forte létalité. Qui dit forte létalité des combats, dit beaucoup de matériel endommagé, voire détruit, qu'il faudra remplacer, dit une forte consommation de munitions. C'est pour ça qu'on assiste à des phases, par exemple, quand il y avait l'attaque sur Bakhmout, où il y a un objectif stratégique militaire, où il y a une forte consommation. Une fois qu'on arrive à cet objectif, on est obligé par la force des choses, par les stocks qui s'amenuisent, à faire redescendre à la cadence. C'est pour ça qu'on est maintenant dans une guerre d'usure, mais cette manne financière qui va permettre d'avoir beaucoup de matériel nouveau va ramener un second souffle. Je mettrai un petit bémol, parce que entre le moment où vous avez la manne financière, que vous achetez, que vous commandez le matériel, que vous faites livrer le matériel, et puis on sait que beaucoup de matériel, par exemple, je prends l'exemple des avions de chasse F-16 américains, les pilotes ukrainiens ne sont pas tout à fait capables, ils ne sont pas chevronnés, formés pour ça. Donc, si on a du matériel qui est commandé maintenant, il y a du matériel dans les avions de chasse qui ne seront opérationnels que d'ici 6 mois. Donc ça, c'est le bémol. D'ailleurs dans un process de formation en Europe, et on s'est rendu compte qu'il était difficile pour eux de conduire les F-16 tout de suite. D'accord. Donc juste pour résumer, l'impact de cette aide financière, on va la voir réellement d'ici 3 à 6 mois sur le terrain. 3 à 6 mois, c'est les élections américaines. 6 mois, c'est les élections américaines. Nabil Adel, alors, 61 milliards, où ça va suffire, où ça ne va pas suffire, sachant que on en parlait du problème d'effectifs, du problème de soldats. Dernièrement, d'ailleurs, il y a eu une interdiction pour tous les Ukrainiens valides de quitter le territoire. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue. À supposer que tout ça serve justement à faire tenir les Ukrainiens jusqu'à l'élection fatidique des Américains en novembre. Comment pourrait être la relation, comment pourrait être la réaction russe? Les Russes déclarent, qui veut les entendre, et tout le monde les entend, que c'est une affaire existentielle pour eux. Et ils ont des doctrines militaires, nucléaires et autres qui font que, bon. Alors, comment, d'après vous, pourraient-ils réagir à ça? Écoutez, au début du conflit, la Russie était très, très, très sûre d'elle et de ses capacités. Un peu de temps après, les premiers mois, on a senti que cette confiance avait un peu tremblé, surtout avec l'histoire de la milice de Wagner, les problèmes au début de logistique, d'infrastructure sur le terrain. Ils sont partis à Kiev, puis ils ont fait un repli. Donc, il y avait un peu de flottement. Mais depuis un certain nombre de mois, la confiance est revenue. Parce qu'on a vu que l'Ukraine ne résistait pas tant que ça. En fait, il y a un statu quo, mais c'est un statu quo qui permet à la Russie de se reconstituer. La Russie, maintenant, a 2 années de guerre, donc elle est suffisamment aguerrie et elle a prouvé sa capacité à résister sur le terrain. L'Ukraine ne tient que par les aides occidentales, alors que la Russie compte sur ses propres moyens pour tenir. Donc ça, c'est une différence de taille.
sur la capacité à aller le plus loin possible dans cette guerre. On est en train de parler du pot de terre contre le pot de fer. Donc là, l'Ukraine, aujourd'hui, le moral des troupes est au plus bas. Il y aura des élections en Ukraine, je pense, après le mois de mai. Il risque de plus y avoir de Zelensky, donc on peut changer de leadership. Et là aussi, ça va changer complètement la donne s'il n'est pas réélu. Donc aujourd'hui, la réaction russe est plutôt dans une position confortable. C'est-à-dire, il y aura des aides. On sait que ce sont des aides qui vont permettre de tenir un peu. Mais là, on parle de données structurelles. C'est que si la guerre continue quelques mois ou quelques années encore, l'Ukraine ne trouvera plus de soutien parce que maintenant, on a posé à Zelensky la question clairement, est-ce que ça va être la dernière fois que vous demanderez aux contribuables américains de mettre la main à la poche? Il était très évasif sur la réponse. Il a un problème de soldats sur le front, donc plus il avance, plus ce problème va s'accentuer. Puis il y a un problème de munitions. On va l'alimenter en armes et en munitions, mais c'est une guerre longue. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas, aujourd'hui, on dit que s'il n'arrive pas à sceller le sol de cette guerre dans les 12 prochains mois, ce qui est quasiment impossible, on peut commencer à dire que l'Ukraine a été sacrifiée à la Russie sur l'autel des accords qui vont avoir lieu soit entre Biden réélu, soit entre Poutine, mais certainement entre Trump et Poutine. Khalid Domous, est-ce que Nabil Aden nous dit que la position des Russes est confortable? Tout le monde dit que la position des Russes est confortable, mais ils sont à 12e ou 13e paquet de sanctions. Est-ce qu'ils tiennent économiquement? Ils peuvent encore durer pendant un an. Ils tiennent économiquement et puis ils sont aidés aussi. Monsieur Nabil a dit qu'ils sont seuls, ils sont pas seuls. Ils reçoivent des aides de la Corée du Nord, etc. Donc, en fait, il y a deux puissances qui se livrent une guerre par procuration. Mais à la différence de ce qui se faisait dans le passé, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'Américains sur le territoire des opérations ni d'Européens. En fait, ce sont des aides par des obus, des missiles qui sont télécommandés par satellite, qui peuvent frapper des frappes chirurgicales, etc. Il est vrai que M. Zelensky a fait aussi une visite aux États-Unis pour justement demander des armes. Et le discours de M. Biden, dans sa sémantique, a donné quand même une idée, c'est qu'il lui a dit we are going to help you as much as we can au début, et puis après il lui a dit as much as possible. Donc en fait, il faut savoir que plus la guerre dure longtemps, moins ils ont envie d'aider. Puis un autre front aujourd'hui, un grand écart qui s'est fait avec les événements du 7 octobre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les États-Unis travaillent sur deux fronts. Donc c'est assez difficile. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre la guerre incessamment. Donc il y a encore 7 mois jusqu'aux élections prochaines. Le premier milliard a déjà été débloqué. Donc les premières armes vont être livrées incessamment à l'Ukraine. Mais si c'est une guerre d'usure, automatiquement, à un moment, les Européens et les Américains vont lever un petit peu le pied. Et ça fera l'affaire, bien sûr, de la Russie. Alors, encore une fois, un détail, une question militaire avec vous, Nizar Dardabi. Les mots ont un sens. Le président français Macron avait caressé l'éventualité ou envisagé l'éventualité d'envoyer des troupes au sol. Qu'est-ce que c'est des troupes au sol, etc. Et il y a eu une réaction en masse des Européens. Est-ce que ça veut dire que, oui, effectivement, on n'est pas prêt à aller plus loin, on n'a plus d'armes à donner, l'argent, on peut le donner, mais sans effectif, ça ne sert à rien. Les Américains, on attend les élections, on va y arriver tout de suite à ce volet-là. Est-ce que vous pensez que les Européens aussi lâchent quelque part? Forcément, par la force des choses, par la force de la réalité militaire du terrain, par, on va dire, les équilibres géopolitiques. On l'a vu, ça a été évoqué. Au début, on pensait qu'on allait avoir affaire à la Russie avec tout un bloc occidental derrière, uni sur le plan géopolitique et politique, parce qu'on sait que ça a une importance. Mais on a vu qu'il y a eu le Sud global qui s'est peut-être pas complètement aligné à la Russie. Beaucoup de pays n'ont pas défendu la Russie, mais ils ont gardé leur neutralité dans ce conflit. Donc ça joue. Sur le plan économique aussi, on en a parlé.
à mon avis, le côté économique, c'est ce qui fera l'issue de cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'on est clairement rentré dans une guerre d'usure. Donc celui qui s'épuisera le plus vite sera celui qui va perdre cette guerre. Et quand on parle d'épuisement, c'est d'abord un épuisement humain, des ressources humaines. La réalité démographique est ce qu'elle est. Il y a beaucoup plus de réservoirs de futurs soldats en Russie qu'en Ukraine. Les Ukrainiens sont éreintés parce que les Russes ont une vie tout à fait normale. Les Ukrainiens sont vraiment vivent des conditions de guerre qui sont difficiles sur le plan moral, sur le plan même alimentaire chaque jour, etc. Et il y a aussi le côté usure au niveau économique, au niveau armement, au niveau stock de munitions. Qui est-ce qui arrivera à suivre la cadence ? L'Ukraine dépend complètement du soutien occidental, alors que la Russie est passée en économie de guerre. Ses usines d'armement, d'équipement tournent à plein régime, donc c'est de 24 heures sur 24, et ça va être, je pense, un facteur déterminant. Pour revenir à votre question sur la France, je pense que l'annonce de Emmanuel Macron a surpris tout le monde, même je pense son état-major. D'ailleurs, les généraux à la retraite, l'ancien chef d'état-major a mis un bémol pour dire que c'est suicidaire. Faire entrer la France dans un conflit à plus de 2000 km de ses frontières, peut-être par un esprit, on va dire, de soutien, historique, idéologique, contre un adversaire qui pourrait, au cas où la victoire elle est actée, qui pourrait passer à attaquer d'autres pays de l'OTAN. Mais, comme vous l'avez très bien dit, il y a une levée de bouclier de tous les chefs d'États européens. Aucun État européen n'est prêt actuellement à s'engager dans la guerre, avec les conséquences qui vont avec, sur le plan politique interne. Est-ce que ça va être accepté par ces démocraties? Ça m'étonnerait. Sur le plan économique, etc. Vous savez, quand vous parlez de guerre d'usure, ça rappelle un peu l'histoire pour les Russes, les guerres napoléoniennes. On a vu le résultat. Les guerres, il faut dire qu'il y avait la révolution en 1917 et puis la guerre aussi, la deuxième guerre mondiale après l'opération Barbarossa. On a bien vu que les Russes étaient prêts à sacrifier du monde ou à laisser, enfin dans leur doctrine, ils réfléchissent de cette manière au niveau de leurs troupes. Oui. Je vais donner les chiffres en fait du nombre de victimes. Aujourd'hui, c'est du 500 000 victimes, 350 000 du côté russe et 150 000 du côté ukrainien. Et après la guerre d'Iran-Irak... Sachant que les Russes, c'est 3 fois la population ukrainienne. Exact. Ouais, c'est ça le différentiel. Là, mais parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte pour que les gens sachent qu'en fait, en termes de victimes, les Russes, pour l'instant, ont subi plus de victimes. C'est du 500 000. Donc après la guerre d'Iran-Irak qui a duré 8 ans, qui a fait 1 million de personnes, c'est le deuxième conflit armé dans le monde où il y a le plus grand nombre de victimes, déjà aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait Nezar Dadabé, avec des armes de plus en plus létales, une imagination humaine débordante en la matière. Avec une autre explication purement tactique, c'est que toujours l'assaillant a plus de pertes que celui qui défend. Il y a un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4. Ça, c'est pour mener l'attaque. Mais toujours quand on attaque, on perd beaucoup plus de personnes que la personne qui est qui est en position défensive, qui est dans ses bunkers et qui a beaucoup moins et qui n'a pas cette nécessité de gagner du terrain. Quand on gagne du terrain, on perd. Sauf quand il pleut des drones. Ça, c'est notre question. C'est ça, oui, parce que la guerre aujourd'hui a changé de physionomie. C'est une guerre hybride aujourd'hui, de terrain et de drones et d'attaques par satellite. On arrive maintenant à ces questions électorales. Nabil Adel. Alors bon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une élection américaine donc en novembre. Je ne vous apprends rien non plus en vous disant qui sont les candidats, Joe Biden et Donald Trump. Et Joe Biden, lui, donc il y en a un des deux qui va être réélu ou réélu pour un second mandat consécutif ou réélu tout court pour le cas de Donald Trump. Joe Biden veut aider l'Ukraine. Il le fait malgré les contraintes qu'il a au Moyen-Orient. Donald Trump dit qu'il trouvera une solution, mais avec tous ces dollars qui sortent, tous ces milliards qui sortent et tous ces incertitudes, est-ce que vous pensez que on sait que la guerre au Moyen-Orient va avoir un impact sur les élections américaines, mais est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine aussi aurait un impact sur les élections américaines? Je pense que ça va être la principale donnée sur des 3 conflits. On va dire que en premier lieu viendra l'Ukraine, second lieu ce qui se passe au Moyen-Orient et en troisième lieu l'affaire de Taïwan. Aujourd'hui, les Américains sont présents aussi bien militairement que financièrement que physiquement en Ukraine. Il y a des Américains en Ukraine. Ils font pas de combat, mais il y a le renseignement, il y a la logistique, il y a
tout le soutien en matière de conseil et de formation. Donc, il y a des gens, c'est vrai que c'est pas ce qu'on appelle dans le jargon boots on the ground. Ils sont pas en train de se battre, mais ils sont en train d'apporter une assistance. Donc, c'est quelque chose qui va peser. Surtout qu'aujourd'hui, quand le contribuable voit qu'il y a 61 milliards de dollars qui sont partis à l'Ukraine, il ne comprend pas, lui, qu'il y a des problèmes au Delaware, des problèmes au Nebraska, des problèmes au Missouri, et il voit autant d'argent partir dans un conflit qui est très loin, qui ne menace même pas la sécurité américaine. D'une manière très très lointaine, on lui dit que c'est dans l'intérêt des Américains d'intervenir dans ce conflit, mais on n'explique pas par quel cheminement, parce que la Russie ne menace pas les États-Unis, la Russie n'a pas attaqué les États-Unis, c'est quelque chose qui se passe en Europe, loin du territoire américain, loin de la profondeur stratégique américaine. Donc pourquoi mettre autant d'argent, sachant que la dette américaine atteint des niveaux records? Donc c'est quelque chose sur laquelle Donald Trump appuie beaucoup. Il dit, voilà, moi, au lieu d'aller, je ne peux pas être le gendarme du monde, je ne peux pas distribuer de l'argent des Américains à gauche à droite dans des guerres qui n'en finissent pas et qui épuisent le budget américain. Cet argent, je vais le réinvestir. Donc c'est quelque chose à laquelle le citoyen américain est assez sensible. On n'est plus dans le 11 septembre où effectivement les États-Unis ont été attaqués dans leur sol et il fallait mener ces guerres pour se protéger. Donc c'était un discours que les Américains pouvaient entendre, mais là c'est quelque chose qui leur passe par-dessus la tête. Donc aujourd'hui, ça va être un enjeu majeur dans les prochaines élections américaines, parce qu'il y va pas de gagner une guerre ou de la perdre. Les États-Unis ne sont pas directement impliqués, mais de la position américaine dans le monde. Est-ce qu'on va continuer à distribuer les milliards du peuple américain au Moyen-Orient? Est-ce qu'on va continuer à soutenir Taïwan face à une Chine qui n'est pas agressive, peut-être économiquement, mais pas militairement? Alors pourquoi on va la provoquer dans ce qu'elle considère comme un prolongement de sa souveraineté nationale? Donc ce sont des questions qu'avant on ne posait pas, maintenant on pose, et puis on se pose la question, quelle est la raison et la logique d'implication américaine dans tous ces conflits? Ce ne sont pas des pays qui nous menacent. Finalement, c'est nous qui menaçons, c'est nous qui attaquons, c'est nous qui finançons des armées qui agressent, notamment dans le cas d'Israël. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, ça va avoir un grand impact, et je pense que ça va être le marqueur en matière de politique étrangère qui va faire basculer la balance dans un côté comme dans l'autre. Si d'ici novembre, l'Ukraine arrive à tenir et à grignoter un peu de terrain, ça va favoriser légèrement Joe Biden, mais je dis bien légèrement, parce que la raison de base reste toujours valable. Maintenant, si d'ici là, l'Ukraine perd du terrain ou s'effondre, c'est une élection qui sera quasiment pliée pour Joe Biden. C'est certainement pas par hasard que vous avez cité le Nebraska et le Missouri, qui sont à ma connaissance, des États trumpiens, qui votent pour Trump. Et vous n'avez pas précisé que Trump, si les gens n'y pensent pas, Trump va leur dire, c'est votre argent qui est en train de partir en Ukraine. Donc il y a aussi cette considération. Khalid Domou, vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit, c'est-à-dire que ça va véritablement influer? Oui, ça va véritablement influer. Question pour les Ardadani. Maintenant, il faut savoir que la doctrine américaine en termes d'intervention sur les théâtres d'opération étrangers a changé. C'est-à-dire que l'opinion publique américaine, après le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, a dit stop, on veut plus de pertes humaines américaines. Donc même s'il y a une aide logistique qui est apportée, effectivement, il n'y a pas de pertes humaines. Donc ça, c'est un point à mettre à l'actif de Monsieur Biden. Parce qu'avant, on était attaqué par les familles qui perdaient des GI, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À une certaine époque, on parlait des États-Unis comme le gendarme du monde. Et c'est là que ça se joue. Ça se joue au niveau de ce qu'on appelle en relations internationales le power politics et le weakness politics. En fait, il faut se positionner. Est-ce qu'on est un acteur majeur qui fait l'équilibre? Parce qu'en fait, on est soit dans un état de guerre, soit dans un état de non-guerre aujourd'hui. On ne peut pas parler de guerre et de paix véritablement. Parce qu'à n'importe quel moment, on se rend compte que l'un attaque l'autre, l'un envoie des missiles, etc. Ce sont des guerres qui ne sont pas des guerres totales, mais on s'envoie des messages pour se positionner en termes de puissance. Donc en termes de puissance, c'est très important. En termes de souveraineté aussi, parce qu'on sait que, en fait, quand on parle par exemple de Taïwan,
les États-Unis ont un intérêt majeur avec les puces électroniques, etc. Donc, on défend aussi le côté économique. On sait, Nabil, en réalité, qu'il n'y aura jamais une guerre frontale entre la Chine et les États-Unis parce que ce sont deux économies énormément interdépendantes. Donc, d'ailleurs, la Chine ne se positionne jamais comme un belligérant. Oui, ils sont neutres sur le côté guerrier. Ils travaillent sur le côté commercial, sur le côté économique. Donc, la Chine, c'est l'acteur majeur économique face aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'en fait, on se livre une petite guerre pour garder l'accès aux matières premières, l'accès aux ressources électroniques qui sont très importantes, même dans l'armement. Même pour l'armement, on utilise des puces et des cartes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le conflit ou la rivalité entre les Américains et les Chinois va plus peser dans l'élection américaine que l'Ukraine. Non, c'est l'Ukraine qui est d'ailleurs. Parce qu'actuellement, c'est le Moyen-Orient qui pèse. Il suffit de voir les chiffres, parce que les 95 milliards qui ont été votés, 61 milliards vont aller à l'Ukraine, 26 vont aller au conflit israélo-palestinien aussi pour aider les populations à Gaza, et 8 milliards seulement pour Taïwan. En fait, là, on est en train de défendre le précaré. En fait, de tout ce qui est industrie électronique, dans lequel Taïwan est un acteur majeur au niveau mondial. Donc, on les protège, en fait, et puis même les Taïwanais sont contre le retour, en fait, si on reste sur un niveau de discussion. Pour parler de la démocratie, les Taïwanais sont contre le retour de la Chine. Donc, il est normal que les États-Unis pèsent d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. D'accord. Nizar Dadabi, à votre avis, donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur les campus américains, donc c'est pour le Moyen-Orient, c'est pour dénoncer la politique américaine au Moyen-Orient, mais il commence à y avoir une forme d'agrégation aussi des gens qui viennent et qui sont contre la guerre en Ukraine. Et est-ce que vous pensez, parce qu'actuellement, selon les derniers sondages, Trump est devancé par Biden. Mais il semblerait qu'il y ait un frémissement depuis le vote du Congrès sur les 60 milliards pour l'Ukraine. Est-ce que vous pensez aussi qu'il va y avoir un retournement et que ce soit Trump qui fasse la course en tête? Vous avez bien fait de citer des facteurs de politique interne, purement américaine, pour poser la question quels sont leurs impacts sur le choix, les orientations de la politique étrangère américaine. Parce que je pense actuellement, dans la tête de Biden et de Trump, il y a une double équation. L'équation, comment gagner les élections? Et donc, il faut satisfaire sa base électorale. On sait que Trump joue beaucoup sur l'esprit souverainiste, sur la défense des produits américains, sur la relance de l'économie, mais il est aussi à l'écoute des lobbies pro-armement. D'ailleurs, ce sont les grands gagnants dans toutes ces guerres. Donc, c'est les lobbies pro-armement. Les lobbies pro-armement donnent de l'argent, pas des voix. Bon, avec l'argent, on peut sortir des voix, forcément. Parce que dans les élections américaines, l'argent compte beaucoup, c'est les frais de campagne, etc. Mais aussi, l'industrie de défense englobe beaucoup de travailleurs et qui constituent autant de voix. On a des États, vous les avez cités, dont l'économie repose presque exclusivement sur la fabrication d'armements. De l'autre côté, Biden a une autre, on va dire, équation, c'est qu'il sent le coup près très proche. On sait la mauvaise gestion de tout son mandat sur le plan interne, sur le plan même par rapport à des questions personnelles sur sa santé, sa capacité à gouverner ou pas. Mais ils essayent de jongler entre les deux. Parce que les intérêts actuellement des États-Unis, comme ça a été dit, c'est d'abord, pour eux, le premier rival, c'est la Chine. Et d'ailleurs, c'est clair, on voit ça dans toutes les publications des documents stratégiques des grands stratèges américains, dans les écoles supérieures militaires américaines, quand on étudie l'ennemi, on étudie la Chine. Alors, on en a parlé, M. Doumoul l'a dit très bien, on ne peut pas envisager de confrontation militaire parce que les deux pays sont interdépendants, ne peuvent pas se passer de l'autre sur le plan économique, sur le plan technologique, ce qui n'avait pas été le cas lors de la guerre froide. La guerre froide, on avait deux mondes qui vivaient chacun dans son monde, où l'économie, les échanges commerciaux se faisaient à l'intérieur du bloc soviétique et le monde occidental commerçait avec les États-Unis. Là, cette interdépendance fait qu'un affrontement militaire serait inenvisageable pour les deux. Par contre, il y a d'autres terrains d'affrontement qui sont la guerre économique.
On se rappelle que Trump, dans son dernier mandat, la première chose qu'il avait fait, c'était la vague de sanctions contre la Chine, des sanctions très agressives qui avaient causé une période de crise. Il faut s'attendre à la même chose, à la même politique qui va être reconduite. Il y a aussi une guerre, à côté de la guerre informationnelle qui est classique, la guerre technologique sur la maîtrise de toutes ces technologies qui font la puissance d'une nation. Pour produire de l'armement, produire des véhicules, produire des satellites, tout ce qui fait la richesse de ces pays. Ils sont déjà en guerre avec il y a les cas de Huawei, de TikTok, etc., dont on parle actuellement. Qui se posent actuellement. Alors, dernière question sur ce thème-là, l'impact sur les relations, sur les élections en Europe. Nabil Adel a commencé à y répondre tout à l'heure, donc je vais vous donner la parole juste après le tour de table rapide. Il nous reste quelques minutes pour cette question et cette partie. Donc, Nezar Dadabé, je continue avec vous. Donc, on passe des États-Unis, on traverse l'Atlantique, hop, on arrive en Europe. On sait qu'il y a traditionnellement des relations cordiales, des relations de proximité entre les extrêmes droites en Europe et la Russie de Vladimir Poutine ou le président Vladimir Poutine en personne. Ce qui se passe actuellement n'est pas trop pour plaire aux Européens, avec le sentiment de lassitude générale et pas seulement celui de l'extrême droite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir un sursaut? Alors Nabil Adel a commencé tout à l'heure par dire pas trop, mais est-ce que vous ne pensez pas de votre côté qu'il pourrait y avoir un sursaut à ce niveau-là et qu'on risque de se retrouver finalement, ou qu'il risque de se retrouver avec une commission, avec une tendance extrême droite, droite nationaliste plus marquée qu'aujourd'hui? C'est, on va dire, ce rapprochement idéologique de l'extrême droite avec la Russie existe. Il existe en France comme il existe en Italie, dans tous les pays de l'Europe occidentale. Il a été assumé à un certain moment. On se rappelle que Marine Le Pen, avant le début de la guerre, même... Salvini en Italie, il le disait ouvertement. Maintenant, on ne peut plus l'assumer, parce que ce serait défendre les intérêts d'un agresseur qui n'agresse pas directement notre pays, mais qui agresse, on va dire, la sécurité de toute l'Europe dans son modèle occidental, même si l'UE ne fait pas partie l'Ukraine ne fait pas partie de l'UE, mais c'est un groupement économique et surtout stratégique commun. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer avec le temps qui passe? On imagine on ne voit pas d'ailleurs d'issue au court ou bien à moyen terme de la guerre. Donc, est-ce que cette lassitude, en sachant qu'il y a énormément de problèmes socio-économiques, je prendrai le cas de la France, avec les problèmes de grève qui sont répétés, avec l'économie qui est directement touchée, avec des déclarations directement du gouvernement français d'essayer de diminuer la dette. Donc si on diminue la dette, on va automatiquement augmenter les taxes, etc. Et les mouvements populistes, quand ils voient cette aide, ils se posent la question légitime, vous donnez cet argent pour un peuple qui est certes un peuple ami, mais au détriment de la population interne. Ça va forcément impacter un jour. S'il y a une montée, les élections françaises sont en 2027, on a encore le temps de voir comment vont se décompter les choses, mais il ne serait pas surprenant de voir une union des extrêmes pour, même si... Donc une commission plus marquée extrême droite. Mais juste pour essayer de ralentir tous ces aides en faveur de l'Ukraine et demander que les problématiques qui touchent directement l'Union européenne, qui sont pour tous les Européens, c'est lutter contre la migration, lutter contre l'inflation, un peu plus de souveraineté pour les Européens, et ça risque de vraiment créer des remous dans les mois, dans les années à venir. Alors, quand vous voyez Khalid Doumo en France, les sondages qu'il y a pour les élections européennes, le Rassemblement national est très loin devant. Le deuxième étant le groupe Renaissance de mémoire, ils sont à pratiquement le double. Quand on voit que l'AfD en Allemagne est en train de monter, Geert Wilders, donc l'extrême droite aux Pays-Bas, est en train de monter, l'extrême droite, les frères d'Italie sont déjà au pouvoir en Italie. Alors ils assument peut-être pas, comme le dit si justement Nezar Dadabé, mais ils n'en restent pas moins très attentifs à ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se dit, que ça pourrait avoir peut-être un impact, mais assez limité? Et en fait, on voit qu'il y a un mouvement, extrême droitiste en Europe qui déjà est aux commandes en Italie, en Autriche, en Hongrie. Et puis aujourd'hui, on parle de la France qui peut-être aussi va passer sous la
sous la direction de l'extrême droite. On sait que les thèmes majeurs de la droite en général et de l'extrême droite, c'est la sécurité, c'est l'immigration. Ce genre de guerre qui se passe sur un territoire européen crée des problèmes de déplacement migratoire. Les Ukrainiens sont allés un petit peu partout. Donc non seulement c'est des guerres qui coûtent beaucoup de vies humaines, qui coûtent beaucoup au niveau économique, mais qui sur le plan social aussi ont des répercussions. Un des termes majeurs pour la France quand on parle de l'extrême droite en France, c'est aussi de reporter la responsabilité sur des gens qui ont des allocations familiales, etc., et qui ne produisent pas. Donc on ne veut pas encore amener plus de personnes sur le territoire français. Et donc ce genre de guerre-là qui se passe sur le même continent touche de très près ces pays et donne un avantage justement à ces personnes qui défendent bec et ongle, qui se défendent contre les questions de migration et qui disent avoir les solutions sécuritaires. Pour ce qui est des États-Unis, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très important. Rapidement. Oui, en une seconde, M. Biden a dit si je suis élu, en 1 minute, je règle le problème russe en rendant la Crimée et le Donbass. C'est Trump qui a dit ça. Trump, oui, je parle de Trump. Joe Biden, non, c'est Trump, pardon. Ah ouais. Et donc, en fait, est-ce qu'il faut le croire, est-ce qu'il ne faut pas le croire? Bon, ça reste un point d'interrogation. C'est quelque chose qui est en train de tourner. Voilà, donc il lance des idées et peut-être que ça va faire... l'intégrité territoriale, la souveraineté des nations. La balance. On verra. Nabil Adel, vous maintenez ce que vous avez dit au départ sur donc, le peu d'impact qu'aurait cette guerre, qu'auraient les aides européennes sur les élections européennes à l'Ukraine, bien sûr. En fait, ce que je disais, c'est que le rôle de l'Europe dans cette guerre est secondaire. C'est-à-dire que les décisions vont se prendre aux États-Unis et ça va être entre les États-Unis et la Russie. L'Europe ne fera que suivre ces décisions américaines. Je vois très mal l'Europe aller à l'encontre d'une décision américaine. Je m'explique. Si demain Donald Trump revient, s'il vous plaît, comme ça on passe au deuxième sujet. Voilà. Si demain Donald Trump revient aux commandes et dit moi je n'ai rien à faire de ce conflit, vous allez voir que l'Europe va se ranger derrière lui. Bien sûr. Parce que l'Europe n'a pas d'autonomie décisionnelle, notamment surtout en matière de défense. Donc c'est ce que je voulais dire par là. Maintenant, il y a juste un petit point rapide, c'est qu'aujourd'hui dans la doctrine américaine et c'est toute la limite du modèle américain, c'est que l'Amérique voit des ennemis partout. Et donc, par exemple, sur la question de Taïwan, qu'est-ce qu'elle part faire à Taïwan? Pour les semi-conducteurs, mais elle peut les acheter. Pourquoi il faut qu'elle mette toujours de la violence dans ses relations avec les autres? Prenons par exemple le cas de la Chine. Le cas de la Chine, elle commerce avec le reste du monde tranquillement. Ça fait 70 ans qu'elle n'a pas fait de guerre à personne, sauf à quelques rares moments. Mais elle est là, quand elle a besoin de quelque chose, elle va l'acheter. Les Américains, quand ils ont besoin de quelque chose, il faut qu'ils fassent tout un remue-ménage géopolitique pour avoir ce qu'ils veulent. Et là, ça à la limite parce que les pays qui étaient faibles autrefois commencent à devenir plus puissants et les États-Unis commencent à s'affaiblir. Et donc, ça arrive à la limite de cette doctrine. Merci. Donc, on va passer au deuxième sujet qui est l'élection présidentielle en Mauritanie. Donc, une élection qui se passe dans les délais, dans le respect des institutions, des règles démocratiques, et une élection pour laquelle le président sortant, c'est-à-dire en l'occurrence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vient d'annoncer sa candidature. Alors, l'économie se tient bien en Mauritanie. Rapidement, l'inflation a diminué de moitié, le déficit budgétaire s'est amélioré, du compte courant aussi s'est amélioré. Je vous laisse les chiffres si vous les avez. Les réserves de change de la Banque centrale sont passées de 4 mois et demi d'importation en 2022 à 6 mois d'importation. Donc, Nabil Adel, je reste avec vous sur cette partie-là. Les indicateurs sont au vert, sachant qu'il y a eu découverte de gisements de gaz en offshore, plus, bien entendu, une augmentation prévue de la production d'or. Quelle perspective ça offre pour ce pays immense, mais de 4,5 millions d'habitants? Mais écoutez, je pense que le bilan du président Ghazouani est globalement positif. Je pense qu'il a de fortes chances de remplir pour un second mandat. Ce qu'on peut noter avec beaucoup de satisfaction, c'est la tenue des élections dans les délais, un climat ouvert où on va avoir de la compétition. La Mauritanie fait partie des pays frères sur lesquels le Maroc compte beaucoup pour développer le projet de Sa Majesté sur la façade atlantique.
Ils tardent un peu à venir, mais je pense qu'ils finiront par le faire. Les grands défis de la Mauritanie sont effectivement la consolidation de la construction démographique, mais même si les indicateurs démocratiques, excusez-moi, mais même si les indicateurs économiques sont au vert, attention, c'est une économie qui reste fragile et qui a encore besoin de beaucoup de réformes pour améliorer le niveau de vie des citoyens mauritaniens. C'est vrai qu'il y a cette découverte de gaz en offshore a poussé plus les industries non extractives que les industries extractives qui, elles, bien entendu, reçoivent tous les investissements. Donc il y a une forme pas d'abandon, de renoncement ou de paresse, si vous voulez. Bon, c'est un peu la question des hydrocarbures, mais il y a une prise de conscience et donc il y a pas mal de secteurs à pousser, dont celui de l'élevage, par exemple, dont celui des industries, toutes les industries qui sont autour de ce qui peut être fait pour le gaz, mais qui ne sont pas directement reliées au gaz. Et comment vous voyez les perspectives à venir pour ce pays ? Qui va complètement changer en 2024. J'ai jeté un petit œil en fait sur la Mauritanie. Je trouve que la politique de Monsieur le Président Al-Ghazouani est une politique qui est très intelligente. On travaille pas seulement. On sait qu'en fait on a beaucoup de ressources et en fait il faut trouver les moyens de les valoriser ces ressources. Aujourd'hui l'Afrique l'a compris. Sa Majesté Lainsro a parlé en fait de cette bande atlantique qu'on allait travailler. Façade atlantique, oui. Cette façade, mais c'est en fait une bande de 6 000 km qui nous emmène jusqu'au Nigeria. Entre Aba et Nouakchott, c'est 2 000 km. On a donc une frontière commune et on a de très bonnes relations en ce moment avec ce pays frère. On parle de co-industrialisation avec eux, c'est-à-dire de transformation de ces matières premières en produits finis à plus forte valeur ajoutée. Il y avait une très forte délégation de la CGEM il y a quelques mois. Qui était partie et eux aussi sont venus. Donc il y a des échanges qui se font sur ce volet-là. Sur le niveau des infrastructures aussi, entre Nouakchott et Nouadhibou, il y a 480 km de route sur lequel le Maroc avait travaillé. Sa Majesté Lainsro a parlé en fait de l'ouverture aussi pour les pays du Sahel vers la façade atlantique et on est en train de travailler sur le port de Dakhla pour ça, pour pouvoir travailler effectivement aussi avec l'espace américain parce qu'on a souvent travaillé plus avec l'espace européen. Donc si on voit le pipeline gazier qui viendrait du Nigeria et qui viendrait jusqu'au Maroc et peut-être qui remonterait vers l'Espagne avec lesquels aujourd'hui on a de très bonnes relations, avec la France, etc. Donc en fait, cette sous-région-là, elle est en train de voir le jour. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes sécuritaires au niveau du Sahel. La France s'est retirée pour des raisons politiques. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur cette ceinture-là et je pense qu'il y a de très bonnes opportunités d'affaires à avoir sur le plan du digital, sur le plan de la banque, sur le plan des télécoms et sur tout ce qui est transformation industrielle du primaire vers le secondaire avec l'agroalimentaire. Il y a plusieurs grands projets immenses qui unissent le Maroc et la Mauritanie. Alors, il y a le gazoduc, vous en avez parlé. Il y a la façade atlantique, donc c'est la façade atlantique qui est importante, c'est développée. Et puis, il y a aussi le désenclavement des c'est quand même 23 pays, hein, la façade atlantique. C'est 23 pays. Et puis, ça donne sur l'Amérique et la Mauritanie un rôle crucial à jouer là-dedans. Je crois que les négociations, les discussions entre les deux capitales, Rabat et Nouakchott, sont déjà en cours sur le plan sécuritaire et diplomatique. Et on termine par vous, Nizar Dardabi. La Mauritanie entretient de très bonnes relations avec tous ses voisins. Elle est dans une position de modération, de retenue et d'équilibre. Et le président, le Cheikh Al-Ghazouani, a été élu donc en février dernier président de l'Union africaine, donc le président en exercice. J'ai retenu une phrase qu'il avait dite à l'issue de son élection. Donc il avait appelé les dirigeants africains à adopter leur propre mécanisme de résolution des conflits et à donner la priorité à la consultation pour surmonter les difficultés et apporter des solutions appropriées aux différends, à l'abri de toute ingérence extérieure, conformément au principe selon lequel les problèmes de l'Afrique sont résolus par les Africains eux-mêmes. Ça rappelle un peu le discours d'Abidjan, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Comment vous voyez cette diplomatie très en équilibre, cette sécurité quasiment parfaite, puisque depuis 2011, il n'y a pas eu d'incursion ou d'attentat? Je pense que c'est directement un héritage historique de la Mauritanie. Alors, comme ça a été bien dit, on voit de plus en plus d'intérêt
les puissances occidentales, avec toutes ces découvertes de gaz, de pétrole, de ressources naturelles. Mais il faut rappeler que pendant longtemps, la Mauritanie a été le parent pauvre économique de toute la région. Mais en même temps, c'était un bastion de sécurité et de stabilité à côté d'autres pays parce qu'elle partage l'étendue du Sahel avec le Mali et tous les autres pays, en sachant le danger de l'expansion des groupes terroristes dans toute cette façade, toute cette bande sahélienne. Et donc c'est ce qui fait que pendant des années, la Mauritanie n'a pas été au centre des intérêts des puissances économiques régionales, mais aussi internationales. Elle a toujours eu sa politique. Par exemple, elle s'est retirée de la CEDEAO. Exactement. Donc elle affirme sa politique. Donc ils sont stables, on se dit qu'ils sont stables, ils sont sécurisés. Donc on ne va pas lui donner le même intérêt qu'on donnait au Mali, parce que la poudrière malienne, si elle explosait, ça pouvait impacter aussi l'Europe, etc. Donc on voyait ça comme un pays qui se suffit sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, pas énormément d'opportunités, mais là, beaucoup de choses sont en train de changer. Et c'est ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'en plus des partenaires européens, on a des pays du Golfe qui s'intéressent de plus en plus à la Mauritanie, on a la Turquie, on a énormément de pays. Et ça, c'est un signal très fort qu'il y a une forte dynamique économique dans le pays. Bien sûr, grâce à cette nouvelle manne qui va arriver. Et d'ailleurs, ça a aidé aussi à pacifier un peu la situation avec le Sénégal. Parce qu'on se rappelle que pendant des années, il y avait quelques tensions politique avec le Sénégal. Il se trouve que ce champ Ghazi se trouve à la limite entre les deux pays. Ils sont obligés de composer finalement. Exactement. Et en général, c'est ce qui explique par exemple que le Qatar et l'Iran ont de très bonnes relations politiques, alors que l'Iran est l'ennemi de tous, parce qu'ils partagent finalement un intérêt économique commun fait qu'on est en de bonnes dispositions. On suivra ces élections et on y reviendra certainement. Merci à vous, Nizar Dardabi, d'avoir été avec nous sur ce plateau. De même que merci à vous aussi, Khalid Doumo. Merci à vous, Nabil Adel, à partir de Casablanca. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.